Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au concept de rééchantillonnage des résidus. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous faire une petite mise en contexte. On a ici un problème économétrique standard. J'essaie de prédire le salaire d'un individu en fonction de son niveau d'éducation. Naturellement, parfois je fais des erreurs et je vais donc avoir un terme d'erreur. La question que je me pose, c'est la suivante. Lorsque j'ai mon échantillon de données, donc j'ai par exemple une centaine d'individus pour lesquels j'observe leur salaire et leur niveau d'éducation, eh bien, je trouve les valeurs pour mes coefficients alpha et bêta en utilisant les méthodes des moyennes corps ordinaires. Et ensuite, je vais vouloir me poser la question qui suit. Je vais me demander si ma relation est bonne. Donc, je vais vouloir savoir est-ce que bêta est effectivement égal à la valeur que j'ai trouvée. Donc, pour vérifier ça, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un intervalle de confiance autour de mes coefficients. Et cette construction-là de l'intervalle, en économétrie classique, va dépendre de la normalité de mes erreurs. Donc, je vais assumer que mon terme d'erreur suit une distribution normale ou une distribution dont on va connaître les paramètres. Si on connaît les distributions du terme d'erreur comme ça, et bien à ce moment-là, on est capable de construire un intervalle de confiance autour de nos coefficients. Le problème, c'est que cette hypothèse-là de distribution normale des erreurs, eh bien, c'est qu'on n'est pas toujours capable de la faire. On ne sait pas toujours avec exactitude si oui ou non cette hypothèse-là va s'appliquer. À ce moment-là, on voudrait faire, nous, dans notre problème de simulation économétrique, on voudrait trouver une façon de ne pas avoir à assumer cette hypothèse-là de distribution normale. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vouloir créer des échantillons différents, et c'est là le propre des méthodes de bootstrapping ou de simulation économétrique, c'est qu'on va vouloir générer des pseudo-échantillons pour être capable de vérifier si oui ou non les coefficients qu'on trouve dans notre régression sont robustes à différents échantillons. Pour faire ça, pour créer ces pseudo-échantillons-là, on va utiliser ce qu'on appelle le rééchantillonnage des données. Donc le rééchantillonnage, des résidus. Je nous ramène à notre problème initial, parce que comme vous vous en doutez avec le titre de la méthode, ça va nous prendre des résidus. Et les résidus avec lesquels on va travailler, c'est les résidus qui découlent de notre régression initiale. Donc quand je prends toute ma base de données initiale, je peux trouver une relation linéaire entre ma variable explicative, ici c'est l'éducation, et ma variable d'intérêt qui est le salaire. Donc je trouve des valeurs pour alpha et bêta qui minimisent l'erreur quadratique. Donc ça c'est la méthode des carrés ordinaires. Et donc la méthode des moindres carrés ordinaires, elle va me donner une estimation pour alpha, une estimation pour bêta, et je vais donc pouvoir estimer le salaire de mes individus. Donc pour chacune de mes observations, ma régression linéaire, par exemple pour l'observation 1, va me dire que mon individu, en fonction de ses caractéristiques, on s'attend à ce qu'il gagne un salaire de 21 000. Ensuite, je suis capable de trouver l'erreur. Donc moi, je sais que cet individu-là ne gagne pas 21 000, il gagne plutôt 20 000. Donc je sais que j'ai surestimé son salaire d'une valeur de 1 000 $. Donc ce que je fais, c'est que je procède comme ça pour tous les échantillons, pour toutes les observations de mon échantillon, et je trouve l'erreur qui est associée à ma régression linéaire. Cette erreur-là a une espérance nulle, ça c'est notre hypothèse de Gauss-Markov, donc on sait qu'on a une espérance nulle du terme d'erreur, et ce que je vais vouloir faire ensuite, c'est que je vais vouloir rééchantillonner ces erreurs-là. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Essentiellement, ça fonctionne de la façon suivante. Je vais avoir un salaire initial, donc le salaire que j'ai estimé. Donc pour mon premier individu, j'avais estimé que le salaire allait être 21 000 $ en fonction de ma régression linéaire. Et ensuite, je vais vouloir générer un pseudo-salaire à partir de ce vrai salaire observé-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au hasard un des termes d'erreur de ma régression initiale. Donc, pourquoi est-ce que je peux faire ça? Eh bien, parce que mes termes d'erreur sont indépendants et identiquement distribués. Donc, le terme d'erreur est aussi aléatoire, que ce soit à l'observation 1 qu'à l'observation 5. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux générer un pseudo-salaire en ajoutant le terme d'erreur à mon observation de façon aléatoire. Donc, pour ma première observation, j'ai aléatoirement choisi le terme d'erreur 2 comme ajustement pour créer un pseudo-salaire de 23 000. Donc, je répète le même processus pour toutes mes observations et remarquez qu'ici, on peut utiliser plusieurs fois le même terme d'erreur. Donc, par hasard, le même terme d'erreur, E3 ici, a été choisi pour le pseudo-salaire de l'individu 3 et pour le pseudo-salaire de l'individu 5. Et donc, on peut procéder comme ça ici et construire l'ensemble d'un nouvel échantillon de données, de nouvelles variables explicatives, donc les salaires bootstrappés, les salaires simulés, ils vont être construits comme ça à l'aide du rééchantillonnage des résidus. Mes variables explicatives, elles, l'éducation, reste absolument la même.
Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est avec mon nouvel échantillon, maintenant la variable d'intérêt, c'est mes salaires simulés, eh bien, je vais vouloir estimer, par moyenne carré ordinaire, les valeurs d'alpha bootstrappé et de bêta bootstrappé en fonction de l'éducation qui, elle, n'a pas changé. Notez également que lorsque j'ai un échantillon qui est relativement large, je peux générer comme ça plusieurs centaines, voire même des milliers d'échantillons, de pseudo-échantillons qui vont être différents. Donc à ce moment-là, ce ne sera pas un problème pour tester une distribution de façon empirique. Notez également qu'on a fait l'hypothèse ici que nos termes d'erreur étaient identiquement distribués. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de problème d'hétéroscédasticité. Donc ça veut dire qu'on peut prendre le terme d'erreur 5 et dire que c'est possible que ce terme d'erreur 5-là soit observé lorsque l'individu a un salaire de 21 000. Donc naturellement, si mes erreurs sont hétéroscédastiques, eh bien on va se rendre compte que je ne pourrais pas avoir un terme d'erreur E5 du niveau de E5 qui s'applique pour un salaire de 21 000 quand la personne qui a un écart type, une erreur en fait de E5, gagne un salaire de 50 000. Donc ça, c'était très important comme hypothèse. On doit avoir un problème, on doit être en situation d'homoscédasticité. Donc une fois qu'on a généré comme ça plusieurs pseudo-échantillons, et que pour chaque pseudo-échantillon, on a estimé les valeurs d'alpha et de bêta, eh bien là, on peut empiriquement déterminer leur distribution. Donc je pourrais enregistrer ça dans un vecteur. Je pourrais avoir un vecteur, par exemple, de 1000 bootstraps. Et dans mes 1000 bootstraps, pour chacun de mes bootstraps, j'enregistre le bêta que je trouverais par moins de carré ordinaire. Et à ce moment-là, ensuite, je pourrais en observer la distribution. Donc, pour chacun de mes échantillons simulés, on a trouvé la valeur de nos coefficients qui minimisent l'erreur quadratique, et ensuite, on les observe sous la forme d'un histogramme. Et rendu là, eh bien, je peux empiriquement déterminer où est-ce que mes 95%, par exemple, de bêta se situent, donc entre quelle valeur et quelle valeur est-ce que je vais retrouver 95% de mes observations. Et donc ça, c'est comme ça qu'on a fait maintenant pour observer la distribution de bêta sans jamais poser d'hypothèse sur le terme d'erreur. Donc, je n'ai pas eu à poser d'hypothèse de normalité de l'erreur, ce qui est un grand avancement comparativement à l'estimation des données qui se base justement sur la normalité d'erreur et sur la théorie asymptotique. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait pour calculer la distribution à l'aide du rééchantillonnage des résidus. Dans les prochaines vidéos, on va voir qu'on a d'autres façons de générer des bootstraps qui, elles, vont prendre en compte les problèmes d'hétéroscédasticité.